Après cette petite introduction, nous allons nous lancer aujourd'hui dans le webinaire 3 sur la mise en œuvre du processus de la capitalisation d'expérience. On va regarder la collection, l'organisation et l'analyse des informations qui seront une étape très importante de ce processus. Moi, c'est Alice van der Helstraat, je travaille au FIDA et plus précisément sur le projet FO for ACP, aussi connu comme OP en ACP, les organisations paysannes en Afrique, Caraïbes et Pacifique, qui travaillent sur le renforcement des capacités des organisations paysannes dans les 3 régions. Aujourd'hui, il s'agit du 3e webinaire qui est organisé par Yenkasa Africa et on le fait ensemble avec Sophie qui va aussi se présenter. Merci beaucoup, Alice. Je m'appelle Sophie Trenem, je travaille pour la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et je m'occupe plus spécifiquement de communication pour le développement. Nos 2 organisations sont à l'origine du cours sur la capitalisation d'expérience pour un apprentissage continu. Et la série de webinaires se fait dans le cadre de Yenkasa Africa et notre collègue Francesco va partager avec vous le lien vers Yenkasa Africa ainsi que le formulaire Google pour pouvoir vous inscrire, enfin pour dire qui vous êtes, parce que nous aimons savoir qui nous avons dans la salle. Et d'ores et déjà, maintenant, je vous présente où se trouve le cours en ligne. Il se trouve donc sur l'Académie numérique de la FAO et le lien va vous être également donné par Francesco qui va vous le mettre dans le chat. Nous avons présenté ce cours lors du premier webinaire. Et toutes les diapositives qui vont être présentées sont tirées de ce cours. Et sans plus attendre, je donne la parole à Alice pour nous expliquer où nous en sommes dans le cours. Voilà, donc comme déjà dit au début, on est dans le 3e webinaire. Donc, on a déjà regardé l'aperçu du cours qui couvrait en fait tout le cycle que vous voyez ici représenté. Ensuite, on a regardé la phase de préparation, donc le cadrage et la planification du processus. Et les enregistrements de ces webinaires sont disponibles sur la chaîne YouTube de Yenkasa Africa pour ceux qui ont raté ou qui veulent encore une fois regarder ces leçons spécifiques. Aujourd'hui, on entre dans la phase de mise en œuvre qui a 4 étapes. On va voir collecter et organiser, analyser, documenter et partager. Aujourd'hui, plus particulièrement, nous allons nous focaliser sur la collecte et l'organisation et l'analyse des informations. Et le 23 mai, dans le prochain webinaire, on parlera de la documentation et du partage. Donc, dans cette première phase, on va réfléchir à qu'est-ce qui a été fait et quels ont été les résultats. Vous voyez, ici, nous avons dans le cercle toute la phase de mise en œuvre qui comporte donc ces 4 aspects. Et donc, une fois que vous avez identifié l'expérience, c'est ce que nous avons fait dans la phase précédente, dans la préparation, il faut qu'on tire des enseignements spécifiques sur le processus de capitalisation et comment est-ce qu'on va le faire. En fait, on va recueillir des informations, on va les organiser et on va pouvoir par la suite les analyser.
Alice, tu vas peut-être pouvoir nous en dire un petit peu plus. Voilà, donc tout d'abord, on va regarder la partie qui parle de collecter et organiser des informations. Dans cette étape, on va encore voir 3 sous-étapes, dont la première, c'est identifier les types et les sources d'informations dont on a besoin. L'étape 2, c'est sélectionner les méthodes de collecte les plus appropriées pour notre processus. Et l'étape 3, où on va organiser et stocker les informations de façon qu'elles puissent être utiles pour vous, mais aussi pour les autres qui font partie de ce processus. Donc, pour décrire l'expérience, nous allons utiliser une méthode qui est la méthode quoi, qui, quand, où, pourquoi, comment. C'est aussi une méthode qu'on utilise en journalisme, mais donc elle est très intéressante pour identifier les informations. Alors, le quoi? Le quoi, c'est sur quoi se concentre l'expérience. Vous vous souvenez, dans la première phase, dans le cadrage, on vous a demandé qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, ça, c'est le quoi. Qui étaient les personnes qui sont impliquées? Qui sont les personnes qui sont impliquées? Quand est-ce quelle va être la période durant laquelle on va vouloir capitaliser? Où évidemment, c'est la zone géographique où ça s'est produit. Pourquoi? Donc, essayez de comprendre véritablement ce qui s'est passé, quoi ça s'est passé comme cela. Et le comment, c'est donc les mécanismes qui ont abouti au résultat. Comment sommes-nous arrivés là? Donc, nous allons nous poser donc toutes ces questions. Voilà, maintenant on va regarder quel type d'informations sont nécessaires pour pouvoir faire notre processus de capitalisation. Pour pouvoir décrire bien une expérience, il faudra combiner 3 types d'informations. 2 types d'informations seront générées par notre processus de capitalisation et un type d'information sera existant ou externe à notre processus. Tout d'abord, nous avons les informations quantitatives primaires. Après, nous avons les informations qualitatives primaires qui seront générées par le processus. Et ensuite, nous avons aussi des informations secondaires ou préexistantes, telles que des rapports formels ou informels, des bases de données, des publications qui peuvent venir de notre organisation, mais qui peuvent aussi venir d'ailleurs. On va devoir réunir tous ces types d'informations pour pouvoir nous lancer dans le processus. Alors, quel type d'informations sont nécessaires? On vous dit qu'il est important de les collecter de différentes manières. Et je voudrais faire un petit point sur les questions de genre, parce qu'il est important d'avoir évidemment de collecter des informations, des données qui prennent aussi en considération les informations qui proviennent des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des différentes catégories de personnes qui travaillent dans le projet, que ce soit des agriculteurs, des travailleurs sociaux, des agents en charge du suivi et évaluation, des chefs de projet. Et donc, la diversité des points de vue va enrichir le processus d'apprentissage. Et d'ailleurs, le processus de capitalisation, c'est un processus participatif. Donc voilà, je tirais votre attention sur l'importance d'avoir les différents points de vue, les différentes perspectives lorsque vous faites votre collecte d'informations et de données. Mais seulement utiliser les informations qu'on peut avoir de nos participants ne va pas suffire. Il faut vraiment ouvrir un maximum à la recherche d'autres ressources d'informations qui seront complémentaires à ce que les participants savent ou croient savoir à propos de l'expérience. Bien sûr, chacun a son point de vue, mais on n'a jamais ou rarement tous les points de vue. Donc, on va aussi
inclure des documents. On va essayer de faire des analyses comparatives. Donc, si nous avons, par exemple, une expérience sur le parentage, qu'en est-il dans une autre organisation qui a mené cette même expérience? Quels ont été les résultats? On va essayer de comparer, de mettre ensemble tout ce qui peut être utile. On peut aussi interroger des personnes externes au processus ou réaliser une enquête. Pour collecter les informations primaires, en fait, il y a plusieurs méthodes qui existent. Et donc, en fait, dans la leçon, on vous propose en fait de regarder plus spécifiquement que peut-on faire en discussion de groupe et des groupes de réflexion, comment organiser des enquêtes, comment avoir des entretiens individuels ou de groupe, ou bien faire une observation participante. Donc, tous ces outils vous permettent de faire de la mise ensemble de différentes méthodes qui permettent d'entendre les voix de ceux qui ont participé à l'expérience. Alice, il y a encore autre chose qu'on doit tenir en compte, n'est-ce pas? Voilà, comme déjà brièvement mentionné, regardons aussi les informations qui existent déjà. On le fait tous, des recherches sur Internet tout le temps. Aussi, dans le processus de capitalisation, ce sera très utile pour connaître des expériences qui existaient déjà avant qu'on ait commencé la nôtre, s'il y a des bonnes pratiques, des fiches, toutes les informations liées à ce qu'on veut capitaliser peuvent être importantes pour mieux pouvoir analyser ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Alors, comment organiser l'information? Donc, nous sommes dans la troisième étape, il faut organiser et stocker. Ce qui est important, comme c'est un travail participatif, plusieurs personnes vont avoir différents types d'informations. Certains vont collecter des vidéos, d'autres des photographies, d'autres des données, des statistiques, d'autres vont avoir des informations par rapport aux enquêtes. Donc, il est aussi important que toutes ces informations, ces données soient enregistrées de manière correcte, mais que ensemble, vous soyez mis d'accord sur où vous allez les mettre. Donc, je sais que certaines organisations utilisent Google pour avoir les Google Docs, c'est une possibilité. D'autres organisations ont plutôt Teams. Chacun peut avoir différents types d'organisations, mais ce qui est important, c'est de savoir comment est-ce que les documents vont être nommés ou comment ils vont être structurés pour que tous les membres de l'équipe puissent s'y retrouver et retrouver les informations dont ils ont besoin. Alors Alice, tu vas nous présenter des manières d'organiser aussi l'information. Voilà, donc comme dans chaque leçon du cours en ligne, dans cette leçon, on a aussi des petits outils, des petites fiches, des petits templates que vous pouvez utiliser tout au long du processus. Ici, particulièrement, on a un petit outil qui va vous aider à organiser les informations en 3 ensembles de données. Tout d'abord, la situation initiale. Donc, qu'est-ce qui se passait avant que l'expérience ne commence? Quelle était notre situation de référence où on a commencé le travail? Quelles étaient les possibilités ou les problèmes ou les défis auxquels cette réponse voulait répondre? Puis, on a le processus d'intervention même. Donc, comment ça s'est déroulé? Est-ce qu'elle est encore en train de se dérouler? Qui a été impliqué? Quelles méthodes ou stratégies ont été utilisées? Quelles étaient les activités principales, les difficultés, les enseignements? Et finalement, on va regrouper les informations qui vont parler de la situation actuelle, où on en est maintenant. Quels sont les résultats?
quels sont les principaux changements que vous avez pu constater, qu'est-ce qui s'est passé tout récemment et est-ce que les avantages ont été répartis de façon égale ou pas? Alors, en fait, ici, Alice vous a montré la catégorisation. Il y a encore d'autres outils qui peuvent être utiles, notamment la ligne du temps ou même les listes de contrôle. Et nous allons en fait vous montrer cela tout de suite d'ailleurs. Dans la ligne du temps, vous voyez, c'est assez simple. On met à l'extrême gauche le tout début d'activités similaires. Ça ne doit pas être celle du projet, hein, ça peut être celle d'autres projets comme l'a expliqué Alice, et jusqu'où on veut aller. Et en fait, chacun va venir contribuer avec l'expérience qui est relative au projet ou à la thématique. Et comme ça, on va voir quels sont les moments clés tout au long de cette ligne du temps, certaines années avec des réunions, des événements particuliers. Et donc, tout ça peut être mis en image, comme vous le voyez sur cette ligne du temps. Alice va nous présenter encore une autre méthode. Voilà, donc ici, il y a aussi encore un petit outil du cours qui parle de la catégorisation. Donc, il est aussi possible de structurer vos informations dans différentes catégories. Ici, les catégories qui ont été mises en avant, ce sont les activités qu'on va lister dans une première colonne. Ensuite, on va regarder les réalisations, donc les résultats positifs de ces activités, et on va les mettre dans une deuxième colonne. Ensuite, on va aussi regarder les difficultés et les résultats négatifs. Donc, il est toujours important de prendre et le positif et le négatif. On ne travaille pas dans la promotion ou le marketing, on travaille dans l'apprentissage. Donc, on a besoin de ces deux éléments pour bien pouvoir capitaliser sur une expérience. Et ensuite, on a encore une colonne avec les résultats imprévus. Aussi important, car quand on se lance dans une activité, au début, on a peut-être un objectif très spécifique et on veut atteindre un résultat très spécifique, mais tout au long du processus, il peut y avoir aussi des résultats imprévus dont on n'a pas pensé au début de la capitalisation, de notre mise en œuvre d'activité, mais qui, au cours de ce processus de capitalisation, peuvent vraiment avoir une valeur ajoutée et on va aussi les prendre en compte et voir qu'est-ce qu'on en fait de ces résultats imprévus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut garder ou est-ce que c'est quelque chose qu'on veut éviter par la suite? Alors, je vous parlais d'un autre outil qui est en fait la liste de contrôle. Alors, Alice vous a parlé de template ou bien Canva. Et la FAO en a développé un, notamment pour les bonnes pratiques. Mais alors, la liste de contrôle qu'on vous propose ici, c'est tout simplement de passer en revue les différents éléments que vous avez déjà en votre possession, puisque si vous avez fait la phase de préparation, vous connaissez le nom de votre expérience, vous savez quel va être l'objectif, quel va être le public cible, vous savez quel type de capitalisation, quel type de document vous allez élaborer, si c'est plutôt une fiche, un document de plaidoyer politique ou bien si ça va être un manuel. Vous connaissez quels sont les auteurs, vous savez quelle est la période couverte par l'expérience, la couverture géographique ou le lieu, les parties prenantes, les partenaires qui vont être des bénéficiaires, le contexte dans lequel ça s'est déroulé. Et puis alors, vous allez avoir des informations supplémentaires à rechercher, l'approche méthodologique, les enseignements tirés, les facteurs clés de succès, les difficultés rencontrées, l'impact que cela a eu, la durabilité, est-ce que ça a été reproduit ailleurs, adaptation, adoption, mise à l'échelle, les conclusions
les contacts et les ressources. Donc, ceci est aussi disponible dans les outils de travail et Alice va nous montrer un petit peu en image à quoi cela peut ressembler. Voilà, donc après avoir collecté toutes ces informations, nous allons aussi mettre ça par écrit. On va documenter. Ici, c'est un peu un aperçu de la fiche qui va nous permettre de documenter une bonne pratique. Donc, partant de la liste de contrôle que Sophie vient de présenter, ici, dans cet outil, nous allons retrouver plus ou moins les mêmes catégories et dans chaque catégorie, nous aurions des sous-questions qui vont nous aider à bien documenter l'expérience que nous voulons mettre en avant. Donc, on a toutes ces différentes catégories qui viendront avec une série de questions pour vous aider dans votre réflexion, analyse et documentation d'une bonne pratique. C'est quelque chose que nous allons regarder beaucoup plus en détail dans le prochain webinaire où on parle de documenter et partager. Mais c'était bien de faire le lien déjà ici pour voir comment, à partir de ces informations que nous allons sauvegarder de façon systématique, que nous allons structurer, que nous allons vérifier pour être sûr qu'il n'y a aucun de ces éléments qui nous manque, passer ensuite à travers l'analyse à cette documentation. Nous passons maintenant à l'étape de l'analyse. Et dans cette étape-là, nous allons en fait regarder un petit peu les intrants, l'analyse et qu'est-ce qui va en ressortir. Donc, vous avez peut-être découvert qu'une pratique donnée avait bien fonctionné. Ça, c'est une constatation. Qu'elle est susceptible de continuer et de bien fonctionner à l'avenir. Ça, c'est une généralisation. Et par conséquent, vous devriez continuer à privilégier cette pratique. Et ça, ce sont des conseils. Donc, en fait, ça peut être résumé en 3 questions. C'est quoi? Qu'est-ce qui a été fait? On constate. Alors quoi? Et ensuite, quoi? Voilà. Donc, l'analyse va nous guider comme ça vers ces enseignements qu'on va tirer et voir ce qu'on va pouvoir privilégier. Alice, tu vas nous donner peut-être comprendre comment les choses se sont passées? Voilà, ce qui est très important, c'est que l'objectif d'un processus de capitalisation, ce n'est pas seulement d'écrire ce qui s'est passé, c'est analyser aussi ce qui s'est passé. Souvent, on reste beaucoup dans le descriptif. On peut bien mettre par écrit ce qui s'est passé, mais on ne pose pas assez de questions. Donc, revenons sur les 5 pourquoi. Il faut aller vraiment en profondeur. Pourquoi les choses se sont passées de cette façon. Sinon, on reste trop dans le superficiel et on ne peut pas analyser en profondeur. Donc, l'analyse va plus loin que la description. Nous allons d'abord essayer de comprendre comment ce qui s'est passé et après se demander pourquoi et même plusieurs fois pourquoi pour nous assurer que nous avons tous les détails dont on a besoin pour notre capitalisation. Donc, en 2 mots, l'analyse va beaucoup plus loin que la description. Et ce qui se passe très souvent, c'est que quand les gens documentent, ils se limitent à la description et ils ne vont pas assez loin dans l'analyse. Donc, ce qu'on souhaiterait, donc ces deux mots, comment et pourquoi, sont vraiment fondamentaux. Donc, quand on fait de l'analyse, c'est une interprétation critique et elle ne signifie pas seulement examiner les étapes franchies, mais elle signifie également examiner comment les étapes se sont succédées.
Cette analyse critique, cette interprétation critique, ce n'est pas seulement expliquer ce qui s'est passé, mais c'est déterminer pourquoi, et donc les composantes, le contexte, les rôles et responsabilités. Donc, si vous devez retenir 2 mots, c'est comment et pourquoi. Ici, on va regarder un tout petit peu l'analyse et l'évaluation, comment ils sont différents et comment ils sont liés. C'est d'ailleurs une question qui nous a déjà été posée dans les webinaires précédents. Donc l'analyse, tout comme l'évaluation, vise à améliorer les activités futures en fournissant un feedback sur les enseignements tirés. Ils sont donc liés. L'analyse va contribuer aux activités de suivi et évaluation. Et l'évaluation va fournir des recommandations et proposer des éléments sur lesquels il est possible de capitaliser. Donc, quand on est en train de travailler sur notre suivi et évaluation et on collecte des indicateurs, par exemple, on va avoir déjà une idée claire sur si une pratique a eu les résultats souhaités ou pas, selon les indicateurs que nous allons collecter. La collection des indicateurs dans le suivi et évaluation est clé pour les processus de capitalisation, parce que ce sont vraiment ces données quantitatives qui vont démontrer si les résultats ont été obtenus ou pas. Et sans les données, il est difficile à justifier le fait qu'on veut promouvoir une expérience qui nous semble réussie. Donc, l'un va alimenter l'autre et il faut qu'ils existent ensemble. Quand vous avez quelqu'un qui travaille spécifiquement sur le suivi et évaluation, il doit forcément être impliqué dans le processus de capitalisation d'expérience et pour les deux parties, ça aura vraiment un plus-value. Donc, quand on a fait ce travail d'analyse, il faut pouvoir en tirer, des conclusions, des observations de cette analyse. Et donc, tirer des conclusions signifie présenter les principales idées ou constatations, fournir des explications claires et détaillées de ce qui s'est passé sur le terrain, toujours avec comment et pourquoi. Et donc, en fait, ces conclusions spécifiques peuvent s'apparenter à différentes thématiques, par exemple sur les stratégies ou les méthodes, sur la conception de la mise en œuvre, ça peut être sur la participation des différentes parties prenantes, le contexte, la situation. Donc voilà, une fois qu'on a l'analyse, il faut qu'on ait donc les conclusions. Et ceci nous permet de clôturer cette partie sur la phase d'analyse. Maintenant, Alice, il y a une autre étape phase qui est très importante, la facilitation. Peux-tu nous en dire quelques mots? Voilà, donc aujourd'hui, on a vraiment regardé la collecte des informations, comment les structurer et les analyser. Et je suis sûre que certains d'entre vous, ils ont dit, oh, aïe, 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 comment je vais faire tout cela et comment est-ce que je vais me souvenir de tout ce qu'on a fait et l'ordre dans lequel on a fait les choses? Eh bien, pour le processus de capitalisation des expériences, la facilitation va être clé. Vous avez certainement remarqué qu'à chaque fois, à l'extérieur de notre cercle du processus, on voit le mot facilité, facilité, facilité. À chaque étape, la facilitation jouera un rôle pour, comme le mot le dit, rendre ce processus plus facile. Ça, c'est vraiment clé pour guider tout le monde qui fait partie de ce processus à retrouver, restructurer, bien analyser les informations avec lesquelles on va travailler. La facilitation a aussi 3 dimensions essentielles qu'on va
apprécier. La facilitation est neutre, elle est là pour rendre les choses plus aisées et pour accroître l'efficacité du groupe avec lequel on travaille. Oui, et d'ailleurs, en fait, il est important de savoir que le facilitateur va travailler sur le processus. Donc, il va permettre qu'on atteigne les objectifs qu'on s'est fixés. Et le groupe, lui, va contribuer au contenu. Donc, c'est bien d'avoir une personne qui soit extérieure pour pouvoir faire de la facilitation, mais ça peut être également quelqu'un de l'intérieur, mais alors il doit faire attention à ces deux chapeaux. Parce qu'il ne faut pas mélanger la facilitation qui est sur le processus et intervenir sur le contenu. Et donc, le facilitateur et le groupe, ensemble, ils partagent la responsabilité d'atteindre les résultats qui se sont fixés. Le facilitateur ou la facilitatrice est donc au service du groupe et elle va faire en sorte qu'elle va bâtir, en fait, elle va choisir, ou il va choisir les méthodes, les outils qui vont permettre au groupe d'atteindre les résultats. Elle ou ils vont être aussi responsables de le faire dans le temps qui est assigné. Donc, voilà, assez brièvement, le rôle du facilitateur. Et nous voulons vous présenter, et c'est ce qu'on va vous voir dans la diapositive suivante, de nombreux outils et méthodes de facilitation qui existent. Et nous avons fait un tableau qui récapitule plus de 25 outils et méthodes. Et certains, vous les avons présentés aujourd'hui, comme les 5 pourquoi, les 6 chapeaux pour penser, les 6 questions. Et donc, en fait, on vous a parlé de la ligne du temps. Je regarde un petit peu ici ce que nous avons. Vous connaissez, je suis sûre, le SWOT, les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques qu'on peut avoir. Donc, vous reconnaîtrez les numéros, ce sont en fait les numéros des leçons. Donc, pour la phase de préparation, cadrée et planifiée, vous pouvez utiliser pas mal de ces outils. Dans la phase actuelle de collecte et d'organisation, ainsi que d'analyse, vous avez d'autres outils qui sont mis en valeur. Et vous allez voir que dans les phases suivantes, donc documenter, partager, mais également adopter et intégrer, vous avez encore d'autres outils. Donc, nous vous invitons à regarder l'unité 2, qui est l'unité sur la facilitation, car vous allez y retrouver beaucoup de ces outils. Et dans la leçon sur l'analyse, nous avons également parlé de certaines de ces outils et méthodes. Alors, pour être plus spécifique, Alice va nous en présenter quelques-unes supplémentaires par rapport au tableau que je viens de vous montrer. Voilà, donc effectivement, ici vous voyez un petit peu les méthodes et outils qui sont utilisés régulièrement et dont certains vous les connaissez déjà. On a le changement le plus significatif ou le most significant change, utilisé souvent aussi dans le suivi et évaluation. On a la revue après action qui est très importante dans beaucoup d'activités, aussi des activités de renforcement de capacité. On a l'analyse SWOT que vous utilisez aussi pour la gestion des projets. Et par exemple, les 6 questions, les 6 chapeaux dont on a déjà parlé. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que pour chaque de ces outils, dans le cours, vous allez trouver des descriptions détaillées, comment les appliquer et comment les appliquer dans différentes phases de votre processus de capitalisation. Donc, autant dans la leçon qui va vraiment spécifiquement parler de la facilitation,
autant dans les leçons spécifiques sur les différentes étapes du processus de capitalisation, nous allons revenir sur ces outils qui peuvent être utiles à différents moments. Alors, nous allons en fait en tester quelques-uns avec vous. Et ceci est la méthode des 5 pourquoi. C'est en fait un outil assez simple qui va nous permettre d'identifier les causes profondes d'un problème et de déterminer la relation qui existe entre elles. Alors, Alice et moi, nous allons faire ce petit exemple-là. Alors, Alice, pourquoi la production de lait de chèvre était-elle basse? Parce que les chèvres n'étaient pas assez nourries. Ah, et pourquoi les chèvres n'étaient-elles pas assez nourries? Ah, parce que les éleveurs n'avaient pas assez de fourrage en stock. Et pourquoi n'avaient-ils pas suffisamment de fourrage? Parce qu'ils ont perdu une partie du fourrage. Mais pourquoi ont-ils perdu une partie du fourrage? Parce qu'ils n'étaient pas entreposés correctement. Ah, et pourquoi l'entreposage du fourrage n'était-il pas correct? Parce que les installations d'entreposage des éleveurs ne sont pas de bonne qualité et parfois les éleveurs ne sont pas suffisamment formés. Voilà qui est intéressant et qui va être utile pour notre analyse. Donc, vous voyez, ce sont des questions. Il y a un autre outil qui est l'outil du diagramme en forme d'arête qui peut aussi être utilisé avec ce type de questions. Alors, ici, c'est un autre outil. C'est en fait, en anglais, c'est de thinking hats. En français, les 6 chapeaux pour penser. Donc, en fait, dans cette méthode, chaque chapeau va nous permettre d'avoir un style de réflexion différent. Donc, cet outil peut être utilisé avec des partenaires, avec des participants à votre exercice sur l'analyse. Et vous allez leur demander de répondre à des questions ou de partager leur avis, mais non pas comme eux le souhaiteraient, mais en ayant un chapeau bien spécifique sur la tête. Et donc, en fait, les couleurs des chapeaux vont en fait nous permettre de focaliser sur un aspect qu'on oublierait si on parlait avec sa propre perspective. Donc, le chapeau bleu travaille plus sur la réflexion. Le chapeau blanc va traiter des faits. Le chapeau rouge va pouvoir se permettre d'évoquer les sentiments. Le chapeau vert va mettre un point d'honneur à la créativité. Le chapeau jaune va voir les avantages, c'est la personne positive. Et le chapeau noir, c'est la mise en garde, les difficultés, les faiblesses, c'est l'avocat du diable. Donc voilà, vous pouvez faire ce petit jeu des 6 chapeaux. Et c'est très intéressant parce que comme ça, on a une analyse aussi diversifiée d'une expérience. Alors Alice, où allons-nous trouver tous ces outils? Voilà un petit peu comment ça se présente dans la leçon 4.1 sur collecter et organiser les informations. Donc, comme pour toutes les leçons, on a la même structure et le cours vous donnera ce petit endroit où vous pouvez cliquer sur les outils de travail. Donc, vous voyez ici la méthode de ligne de temps qu'on a présentée, la catégorisation que nous avons présentée, organiser les informations en 3 ensembles de données qu'on a présentés, ainsi que la liste de contrôle. Il y a aussi d'autres outils que vous pouvez découvrir quand vous êtes dans le cours en ligne sur la plateforme de e-learning de la FAO. Et dans la leçon suivante, qui est la 4.2 sur analyser, vous allez avoir également plusieurs méthodes et également des exemples. Voilà, donc ceci vous permet de voir qu'est-ce que vous allez trouver plus spécifiquement dans ces 2 leçons. Et ainsi, nous avons fait le tour non seulement de la collecte et de l'organisation des informations et des données, nous avons parlé de l'analyse et nous vous avons montré aussi à quel point la facilitation
peut être très utile pour cette phase.